Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission, Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit le président du parti UNPR, vous l'aurez compris. Nous recevons ce soir pour vous, Monsieur Modibo Sangaré. Il est aussi ancien candidat à l'élection présidentielle ici au Mali. Sangaré, merci de cette troisième comparution devant les grands jurys. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Le Témoin, occasionnellement directeur de publication par intérim du journal de son voisin Eladio Shana Takiou. Eladio Keita, merci d'être là. Sinon, Abdraman Keita, merci d'être là. Keita, je crois que... Oui, l'accoutrement m'a... Peut-être il est en route. Il est même pas pour la Mecque, Keita. En tout cas, ce ne sera pas sur la station de certains Chana. D'accord. Eladio Shana... mon propre chef. D'accord. Eladio Shana Takiou, directeur de publication du journal le 22 septembre, cette fois à la Mecque. Elage, merci d'être là. Faut pas réduire le nombre de fois quand même. Au-delà de ça déjà. Abdraman a le bon compte. D'accord. Abdraman a le bon compte. Merci beaucoup. On arrive à combien? Et à un moment donné, il est tellement fréquent. La Mecque ne mérite plus le titre d'Elage. Là, je veux dire étranger. Elage, merci d'être là. Merci Barou. C'est pertinent, monsieur le faveur divine. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent à travers la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Déjà, Sangaré, votre regard sur la composition du jury? Elle me convient. J'ai devant moi des grands journalistes que je connais et que j'aime bien. D'accord. Keita, Sangaré, nous l'aimons bien ici. Ça fait, comme vous l'avez dit, la troisième fois que nous le recevons ici. Et ça fait tellement longtemps que sa présence fait un peu la différence aussi. Oui. D'accueillir un homme qui cumule les statuts. Et il est à la fois leader religieux et leader politique. Je pense que ça convient bien aux préoccupations du public. Et surtout, il était l'une des grandes voix du camp du Nord lors de... Effectivement. Et il se distingue aussi par son entièreté. C'est ce qui nous plaît beaucoup plus. Voilà. D'accord. Shana, nous avons Sangaré. Ouais, je pense que, au regard du contexte politique, c'est un bon invité. Parce que c'est un combattant. Elle dirait un battant même. C'est un ancien de l'UNEM. Il a travaillé avec Tchiblé Dramé. Nous faisons un clin d'œil, Tchiblé Dramé déjà. Et nous avons besoin de lui-même sur ce plateau. C'est l'occasion de lui faire un clin d'œil. Oui. Et il fut un leader politique. Au temps d'ATT, il était très actif. Il était très actif. Il est leader religieux également. Il a une belle voix pour lire le Coran. Il aime bien rappeler le chemin de Dieu. Donc aujourd'hui où le Haut Conseil islamique est en crise, nous allons évoquer cette question avec lui et évoquer les questions d'actualité. Des imams qui ont maille à partir avec la justice aujourd'hui. Bien sûr, on peut évoquer toutes ces questions aujourd'hui, ce qui fait que vraiment c'est un bon invité et par rapport à l'actualité de notre pays. Quelle est ta première question? Bon, la première question, c'est que vous l'avez présenté comme étant une voix du non. Du camp du non, Effectivement. Est-ce qu'on pourrait savoir si aujourd'hui vraiment, vous en tant que leader, que vous êtes distingué par l'opposition à la laïcité, vous avez consenti vraiment à vous résigner par rapport à cette histoire-là, malgré ce qui est contenu, tout le contenu de la Constitution qui dit que la laïcité n'est pas contre la religion et tout ça. Vous êtes satisfait ou bien vous êtes simplement résigné? Merci, Monsieur Keita, pour cette question. Je ne pratique pas la langue de bois. Vous le savez, je dis ce que je pense.
quoi qu'il arrive, je ne suis pas satisfait. Et je crois que nous vivons aujourd'hui les conséquences du refus d'accepter, de renoncer à cette laïcité qui ne nous tient pas du tout. Nous vivons exactement les conséquences de cette acceptation de la laïcité dans notre constitution. Et vous voyez comment aujourd'hui les chefs de leaders religieux ont maille à partir avec la justice. Quand bien même que la loi sur la cybercriminalité date de 2019, oui. Donc ce n'est pas un travail de la transition, mais l'application c'est la transition. Oui. Donc aujourd'hui on voit bien que sur le plan juridique, beaucoup de dispositions coraniques sont en déphasage avec le concept de laïcité. Est-ce que vous voyez? Donc, je l'ai rappelé dans l'appel que j'ai lancé à la Commission nationale de rédaction de la nouvelle Constitution. Il dit que c'est l'occasion aujourd'hui de nous renoncer à cette laïcité-là, qui ne nous convient pas du tout. J'ai parlé de l'anthropologie politique de notre pays, et le religieux et la politique n'ont jamais été dissociés. De l'empire du Ghana à l'empire Songhai, en passant par l'empire du Mali, l'empire, les royaumes Bambara de Ségou, le royaume du Karta, le royaume de Massina, du Massina. Toutes ces entités-là ont pratiqué un islam et un pouvoir politico-religieux. Le Tunga de pouvoir théocratique. Le Tunga de l'empire du Ghana. Le Tunga, le chef, l'empereur était à la fois l'empereur et le chef religieux. Le prêtre qui officiait le culte de Wadou Bida. Hein? C'est lui qui était le chef, le Tunga. C'était pas une religion, c'était l'idolâtrie quand même, le Wadou Bida. C'est une religion. C'est de l'animisme. C'est une religion. Oui, d'accord. Donc, vous voyez, quand vous dites, en parlant de laïcité, vous ne retenez, j'ai dit que vous ne retenez que la religion musulmane. Non, pas du tout. Ah bon. La laïcité est contre toutes les croyances, toutes les religions. Non. Complètement contre. La l'équilibre. Ça se bat pour l'équilibre. Ça commence pour l'équilibre interreligieux. Non. Le respect mutuel. L'équilibre de l'État vis-à-vis. Mais quand cela le tient, la Constitution a quand même été votée. Justement, mais comment? Ma fille à l'université, elle avait l'âge de voter. Elles sont deux, plus vraiment mon garçon. Ils avaient l'âge de voter, mais ils n'étaient pas sur la liste. Combien de jeunes n'ont pas pu voter? Elle est partie avec moi, vous avez, mais elle n'a pas pu voter. Comment vous savez que n'était pas sûr? Rien ne vous garantit qu'ils allaient voter dans le même sens que vous, hein? Non, j'ai dit que, en tout cas, la mienne allait voter non. D'accord. Nous sommes venus ensemble. Son nom n'était pas sur la liste. Comment vous le savez avec le secrétaire? Ma famille vote vraiment. Là où je Monsieur le Président, oui, néanmoins, selon tous les textes, le texte a été voté quand même, ça s'impose à tout le monde. Bien sûr. Et dans les textes, il est clairement dit, on est peut-être intéressé à savoir comment vous allez vous y prendre en tant que chef de parti politique, puisqu'il est clairement dit dans la Constitution que les partis politiques doivent œuvrer au respect des principes de laïcité. Comment est-ce qu'à l'UMPR, vous allez vous y prendre pour respecter les principes de ça ne vous concerne pas. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de difficulté à travailler avec les laïcs. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont les enseignements de l'islam. Donc vous constatez que ça s'impose à vous. L'islam. Le respect des principes de laïcité s'impose à l'UMPR, dont vous êtes le président. Excusez-moi, le royaume du Maroc, c'est une monarchie islamique, non? Constitutionnelle. Constitutionnelle, n'est-ce pas? Mais dans la constitution marocaine, il est dit que l'islam est la religion officielle de l'État qui garantit la liberté religieuse. D'accord, allez-y. En Algérie également, la même chose. L'État, il est dit dans la constitution algérienne, les institutions
s'interdisent toute pratique contraire à la religion. Le problème, c'est par rapport à la définition même de la laïcité. La définition, elle n'est pas de nous, elle est française. Oui, moi je suis de ceux qui pensent que la laïcité, c'est enlever Dieu dans la gouvernance, comme l'excellent Diallo nous l'a expliqué ici. C'est enlever Dieu dans la gestion du pays. C'est ça la laïcité. J'ai fait un appel. Elle est contre tous les religieux, que ce soit les catholiques ou pas. Mais la chance que les catholiques ont, ils ont des écoles où on enseigne le catéchisme, on enseigne souvent les religions. Bon, nous on a les médecins. Bref, d'accord. On n'est pas à ce niveau aujourd'hui. On va progresser. On va progresser. Vous êtes un leader politique. Il faut que je mette l'accent sur quelque chose. Allez-y. Dès 2022, avant même que la commission ne commence son travail, j'ai adressé vraiment un appel au chef de la transition, au président de la transition et aux membres de la commission pour leur définir vraiment la laïcité qui n'était pas bien définie. Aucun chef religieux ne définissait bien. La laïcité, nous sommes d'accord pour la laïcité. C'était ce qui prévalait dans la bouche de tous les religieux maliens. Dites-moi le contraire. Donc, dans cette loi-là, l'État garantit la liberté de conscience, de conscience, mais ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucune religion. Sauf catholique, parce qu'on subventionne les catholiques. Non, je parle de la définition même de la laïcité. Cette définition n'est pas malienne. Lorsque j'ai participé à la rédaction qui est subventionnée par la religion, j'ai participé à la rédaction vraiment des textes fondateurs de la Troisième République. Ok. C'est la Constitution française qu'on a versée dans notre dossier. Cette actualité derrière nous. Ah, d'accord, c'est vous qui l'avez posée. On avance. Oui. Monsieur le Président, en tant que leader politique, vous n'êtes pas sans savoir que Maître Muntagatal, le leader du SNID, le Parti du Soleil Levant, a lancé un appel aux formations politiques afin qu'elles se retrouvent pour échanger sur la charte des partis. Est-ce que vous avez pris part à cette rencontre initiée par Maître Tal? J'ai pris part à la rencontre et avec joie, et j'étais satisfait de voir la classe politique se retrouver, échanger entre nous pour voir vraiment les forces et les faiblesses de la classe politique. Toute la classe politique Non, il y avait 74 partis politiques, c'est pas peu. Ceux qui parlent de 200 ou bien 380 partis, tout ça, ce sont des histoires. Les partis qui évoluent sur le terrain, c'est ce qu'on peut considérer comme partis. Pas les partis sur papier, quoi. Justement, ceux qui évoluent, qui participent vraiment aux élections, au moins même une élection. Chaque fois qu'il y a un scrutin, c'est ça les partis politiques. Continuez, 74 partis. Voilà, ont participé et pratiquement tous les leaders ont parlé d'une seule et même voix. Tous ont apprécié vraiment l'objectif de la rencontre, la démarche. Donc, Maître Moutaga a été beaucoup félicité, salué dans la salle. Est-ce que vous voyez? Beaucoup ont parlé, marché sur ma langue, donc je ne suis pas intervenu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la rencontre? La rencontre, vraiment, c'est l'unité vraiment des partis politiques par rapport à un sujet, la charte. Parce que il s'agit vraiment de l'existence même des partis politiques. C'est une question existentielle. Est-ce que vous voyez? Parce que ce qui est prévu, on parle des ARR, je ne sais pas, donc la limitation des partis politiques. Et la suppression de l'aide publique aux partis politiques. Est-ce que vous voyez? Mais l'idée qui a présidé à cette aide publique-là, on dit que vraiment les partis, il ne faut pas laisser les partis politiques être financés par l'argent occulte, l'argent sale ou extérieur. Donc l'État finance mais contrôle. C'est ce qui a été convenu vraiment et dans les débats, dans les commissions préparatoires de la conférence nationale. Ça n'a pas été adopté par la conférence nationale, mais Alpha, en tant que leader politique, a vu la nécessité de ce financement-là pour que les partis ne tombent pas dans l'escarcelle des bailleurs de fonds. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'administration territoriale qui a clairement indiqué que le nombre de partis politiques aujourd'hui n'était pas tenable? Est-ce que vous êtes d'accord avec qui donne les récépissés? Et puis c'est constitutionnel, la multipartisme intégral. C'est dans la Constitution. Non, donc la Constitution est plus forte. Pas dans la nouvelle Constitution. Je n'ai pas vu dans la nouvelle Constitution. Peut-être dans l'ancienne Constitution. Le multipartisme intégral ne se trouve pas dans cette nouvelle Constitution que moi j'ai lue. Qu'est-ce qu'il y a ça m'a échappé. Je ne sais pas, la première mouture que j'ai... On parlait quand même de pluralisme.
Ils ont carrément ça peut être c'est la même chose. Intégral. Pourquoi on fait la différence entre intégral et pluralisme? Ça peut être deux. Oui. Intégral, c'est limitation. C'est cette question de limitation là. Il faut voir les États-Unis. Il y avait plusieurs parties. Donc, dites-nous clairement. Donc, vous, personnellement, vous êtes contre la suppression du multipartisme intégral? Je suis contre la suppression de vos arguments. Parce que mes arguments, je pense que il faut laisser les partis évoluer. Ceux qui ne pourront pas vraiment évoluer disparaîtront. Donc vous êtes pour qu'on mette quand même des garde-fous. Il n'est pas facile de un parti politique. Donc vous adhérez au fait qu'on mette des garde-fous. Des garde-fous. Effectivement qui peut limite la prolifération, même rendre difficile la création des partis. Okay. Est-ce que vous voyez? Renforcer les conditions de création des partis politiques. Mais pas que avec un décret. Bon, aujourd'hui, comment appréciez-vous les rapports du pouvoir de ce régime de transition aux partis politiques? Puisqu'on a comme l'impression que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, où on assiste vraiment à une apparition spontanée de délégations spéciales et de dissolution des équipes communales. Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui les rapports des pouvoirs actuels à la politique? Ce n'est pas... Je ne l'apprécie pas, moi. Parce qu'on est en train de détricoter tout ce que nous avons fait en 91. Moi, j'ai participé à la commission préparatoire de la conférence nationale pendant 18 jours à l'Assemblée nationale. J'ai participé à la conférence nationale. Et tout ce qui est suivi. Et toutes les marches qui ont précédé l'avènement de la démocratie. Est-ce que vous voyez? Nous étions vraiment au fronton de la marche unitaire pour l'avènement de la démocratie. C'est moi qui étais du multipartisme. Du multipartisme. Est-ce que vous voyez? C'est nous qui étions au fronton de la marche avec le Coran en main. Et j'étais le porte-parole des musulmans ce jour-là. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons lutté au prix de notre vie pour l'avènement de la démocratie. Est-ce que vous voyez? Et pendant ce temps-là, Moussa était là, il était puissant. Il nous a laissé parler. Il faut le dire. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de démocratie maintenant? Bon, je ne veux pas dire... en tout cas, vraiment, il n'y en a pas, c'est clair qu'il n'y a pas de démocratie. Laisse-le la question lui opposer. Est-ce que la démocratie est là parce que vraiment les partis existent. Les partis existent. Mais il y a des restrictions. Par exemple, par rapport à la loi, à la charte des partis, les chefs de parti ne doivent pas être inquiétés de leurs propos. C'est ce qui est dans... Monsieur le Président, je suis étonné que vous dites que la démocratie est là. Oui, alors ça fait quand même 4 ans, bientôt 5 ans, que nous vivons dans un système où les décisions ne passent par aucun système et aucune émanation électorale populaire. Aucun système de volonté populaire. Est-ce qu'on peut assimiler ça à l'existence d'une démocratie? Non, nous sommes dans un régime exceptionnel. Ce sont les chefs de partis qui se sont retrouvés au sein de EMK à la mairie centrale et la mairie de Bamako pour demander un changement de comportement au sein du pouvoir. C'est ce qui a débouché sur le M5, RFP. Est-ce que vous voyez? Et cela explique le fait que nous persistions. Les militaires, non, pas du tout. Ce n'est pas une expression qui peut tenir. Est-ce que vous voyez? Mais je veux dire que ce sont les partis, les responsables politiques eux-mêmes qui ont demandé ce changement-là, qui a abouti vraiment à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc un régime de transition qui, au départ, n'a pas été composé vraiment comme le souhaitait le M5, mais après, avec la rectification, nous avons tous adhéré, y compris moi-même. Moi-même, j'ai écrit vraiment au président de la transition pour exprimer mon soutien et certains conseils par 4 pages manuscrites rapidement à travers un très proche à lui. Est-ce que vous voyez, qui me fréquentait, c'est lui-même qui me l'a rappelé lorsqu'il nous a rencontrés au palais de Kourouba. Est-ce que vous voyez? Le soutien y est toujours. Hein? Le soutien y est toujours. Ce n'est pas inconditionnel.
Mais vraiment, aujourd'hui, comment vous appréciez aujourd'hui? Quelle est votre position? Je soutiens toujours la transition, parce que moi j'ai honte vraiment que l'on dise que la transition malienne a échoué. Nous avons donné l'exemple, un bel exemple. Il faut que nous poursuivions cette transition-là et qu'elle aboutisse vraiment à des élections propres et transparentes. C'est le coup d'État le bel exemple? Non, c'est-à-dire il y a des coups d'État sanitaires. Est-ce que c'est pas que vraiment on aime systématiquement le coup d'État. Si le Mali ne plus connaître de coup d'État, c'est très mieux. Monsieur le Président, on a connu d'autres. On va donner la parole à Chana quand même. Oui, Chana, allez-y s'il vous plaît. Keita, vous n'avez pas la parole. Allez-y, j'ai la parole. Oui. J'ai la parole. Oui. Donc, Monsieur le Président, vous dites que, à vous entendre parler, que c'est un bel exemple, la transition malienne. Oui. Je voudrais nous avons donné à toute l'Afrique. C'est pourquoi je voudrais savoir en quoi c'est un bel exemple. Quels sont les acquis qui nous sont appropriés de notre souveraineté, pas totalement, au moins partiellement. Moi, j'ai donné une conférence de presse sous Ibrahim Boubacar Keïta quand il est venu au pouvoir, une année à peu près. Tu as vu la manière dont les AONF atterrissaient et décollaient de notre territoire sans l'autorisation du pouvoir malien. Les convois des dizaines, voire des centaines de reporters qui rentrent sur notre territoire sans le contrôle de la douane malienne, qui en sortait de même. Donc le Mali n'avait pas le contrôle de son territoire. Vous faites allusion à la MINUSMA ou MINUSMA, Barkhane ou je ne sais, Serval ou autre chose. Donc vraiment le Mali... C'était avec l'accord des autorités maliennes quand même. Oh, alors, c'est discutable. C'est discutable. Ça n'a jamais passé vraiment par l'Assemblée. Ce qu'il faudrait, donc dans ce cas, est-ce que votre soutien n'était pas un soutien opportuniste? Puisqu'on connaît déjà les rapports des chefs religieux que vous êtes au MINUSMA, à la présence de... J'ai jamais... ici. Attendez, non. Je m'explique. Oui, expliquez-vous. Est-ce que c'est pas un soutien opportuniste? Puisqu'en réalité, surtout que ce que vous venez de dire, le fait de se débarrasser de la présence étrangère, n'était pas ce qui avait prévalu à l'avènement de cette transition-là. Au départ, c'est pas ce qu'on entendait des gens qui sont rassemblés au niveau de la place de l'indépendance. C'est pas ce qu'ils avaient réclamé. Ils avaient réclamé autre chose. C'est pas ce qu'on entendait d'eux. Donc c'est pourquoi j'ai dit, votre soutien a été vraiment un soutien opportuniste. Vous avez accompagné cette truc-là, puisque ça répond un peu à vos convictions. Parce qu'au départ, ce n'était pas ça. Mon cher frère. Il n'était même pas là. Il n'était même pas dans les marches. Dans les marches, là. Quelle marche? Du M5. Du M5, ouais. Vous n'étiez pas membre du M5? Non, j'étais membre du M5. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. Cheikh Oumar Sissoko, il est vivant, il faut le demander. C'est lui le premier qui m'a appelé. Modibo, nous avons lutté ensemble, nous avons cheminé ensemble, nous voulons mettre en place ceci. Je lui ai répondu, Cheikh Oumar, oui, je suis d'accord, je suis partant. Mais je ne pouvais pas venir, je suis un peu souffrant. Il me dit, bon, on peut se retrouver chez moi. J'ai dit que je ne suis pas véhiculé non plus. Il dit que mais moi aussi, je ne suis pas véhiculé. Ah, donc nous sommes dans la même chose. En tout cas, je suis avec vous. Tu as vu? À l'époque, j'étais malade. Mais la première rencontre du M5 sur la place de l'indépendance, j'étais présent. J'ai même donné une interview au journal, le journal de Baba Ramélé, pour lui demander. D'accord. On m'a demandé de monter vraiment sur le podium. J'ai dit que non, je n'en ai pas besoin, je suis un peu souffrant, je reste vraiment. D'accord. Espoir. Donc, parmi les slogans, c'était pas seulement vraiment ce que vous dites là, c'était pas une réclamation mineure. Hein. France dégage. Avant l'avènement du coup d'État, ce sont les responsables politiques et leurs militants qui ont demandé à la France de dégager. Vous, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vu à la place de l'État. Non. Pour rappel, il y a eu des marches comme ça. Je suis membre fondateur de MP22. Maricot, le SADU du MP22. Ça va le M5. Non, ça va bien avant le M5. Non, je sais. Mais nous, j'étais membre. Nous avons demandé à ce que mais ce que je dis, c'est que étrangères ne viennent pas. Ce choix-là est venu après, bien après, de se débarrasser des forces étrangères, c'est venu bien après, et vous l'avez trouvé que ça correspond un peu à votre lutte antérieure. On va essayer de voler opportunément. Oui, c'est la lutte contre la corruption. Opportunément. On demande est pressante des manifestants qui nous avons toujours demandé la lutte contre la corruption. Depuis sous Alpha, moi j'ai donné une conférence par rapport à ça.
pour dénoncer. Monsieur Sangaré, vous êtes membre fondateur du Haut Conseil islamique aujourd'hui. Oui. Cette organisation aujourd'hui est en proie d'une crise, en tout cas sans précédent. Oui. Le renouvellement du bureau même est carrément suspendu le processus. Quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est regrettable. Moi, j'ai un enregistrement de Bandjougou Gakou qui met l'accent là-dessus. Lorsque nous mettions en place les soubassements, les bases vraiment du Haut Conseil islamique, c'était chez Feu Bandjougou Gakou, paix à son nom. Est-ce quoi? La première commission qu'on a mise en place, et avec Moussa Diakité, c'est moi qui ai présidé la commission. Est-ce que vous voyez? À l'époque, nous avons cherché à mettre en place vraiment ce Haut Conseil islamique-là, et parce que les différentes tendances religieuses étaient antagoniques. Ils étaient presque au bout de l'affrontement. Donc nous avons réussi vraiment à rassembler toutes les tendances sous l'égide de Bandjougou Gakou, parce qu'il était à peu près à cheval entre les deux, équidistant vraiment. Il nous fréquentait les sunnites et l'autre tendance également, il est fréquenté que lui-même, donc lui-même il fait partie. Il a bien compris donc il est accepté, il était accepté vraiment des deux tendances. Tu as vu? Donc nous sommes retrouvés pour vraiment mettre les bases vraiment de ce. Mais à la date, qu'est-ce qui bloque selon vous? Est-ce qu'on va donc, si moi je me rappelle de ce que nous nous sommes dit à l'époque, pour fédérer toutes les tendances, mettre une organisation qui puisse vraiment satisfaire les déshydratats de toutes les tendances religieuses, et qu'aujourd'hui ces tendances se trouvent vraiment au bord de l'affrontement. Mais certains disent que ce n'est pas cela. C'est une question de gestion du Haut Conseil islamique qui est en cause, mais pas une question de tendance. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, Soufi Bilal, qui est un des candidats, il est soutenu par des tendances vraiment de la Sunna. Et aussi bien que c'est sa propre tendance. Donc vous voulez remettre en cause la gestion de Madani Ousmane Haïdara? Je ne suis pas membre du bureau du Haut Conseil islamique. Ce sont les membres qui parlent de cela. D'accord. Et qu'est-ce qu'il reproche à cette gestion? Bon, ce que j'ai entendu. Oui, ce que j'ai entendu. Oui. La gestion financière semble être catastrophique. Ensuite, vraiment, l'absence répétée du président du Haut Conseil islamique. Pratiquement, il vient rarement au bureau et il assiste rarement aux réunions. C'est que j'ai entendu dire. Est-ce que pourtant, Haïdara dit Orbi qu'il met la main à la poche pour les missions du Haut Conseil de collectivité. Donc, sur le plan financier, il me semble qu'il est difficile peut-être de l'accuser, mais sur le plan de la gestion administrative, du rassemblement, peut-être là, il pourrait pécher. Mais sur le plan financier, est-ce que vous pensez qu'il est énorme? Moi, ce que j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux de la bouche d'un candidat de taille, il dit que vraiment, il ne demande autre chose. En l'occurrence, vraiment, c'est Cheikh Soufi Bilal, avec lequel vraiment je me suis entretenu au téléphone longuement. Donc, aussi qu'il reproche vraiment la gestion, il dit que vraiment, il a commis un huissier pour faire des constats. Oui. Et il voudrait que, en séance plénière du Congrès, qu'on lui donne la parole en tant que président de la commission de contrôle de... Ah bon, le président même de la commission de contrôle. Voilà, il est le président national de la commission de contrôle. C'est l'opposition. Voilà. Donc il voulait vraiment que l'on jette la lumière. C'est la parole des opposants et des candidats aussi, on peut bon, c'est pas en tout cas vraiment, il dit avant que les choses n'aillent loin, que le bureau sortant fasse la lumière sur un manquant de combien de dizaines de... manquant de combien? Centaines de... Donc Haïdara est capable de détourner des centaines de millions? Non. C'est pas comme ça que moi je parle de la chose. J'ai dit que c'est que j'ai entendu dire. C'est qu'on m'a dit. Oui. Ouais. C'est qu'on m'a dit. Est-ce que ça vous a convaincu? Haïdara est un richissime homme religieux. Moi, je ne crise Haïdara de rien. Je ne suis pas membre. Vous ne l'avez pas fait. Encore qu'il ne gère pas seul, il n'est pas seulement le président. Donc, parce qu'on dit que vraiment les salaires de quelques membres seulement s'est élevé à 100 et quelques combien de millions de francs. Donc il aurait demandé de justifier en quoi ils se sont
octroyer les avantages. Vous êtes en train justement de rapporter les propos de Soufi Bilal, n'est-ce pas? Ce ne sont pas moi personnellement. Donc vraiment des avantages indus. Je pense que ce serait intéressant de Monsieur le Président, on l'a invité plusieurs fois. Monsieur le Président, vous personnellement, oui, par-delà cette gestion administrative ou financière, est-ce que vous êtes satisfait de cette présidence actuelle quant à la prise en compte des intérêts en tant que membre fondateur, des intérêts même de la... Je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties, dont les musulmans ou l'islam est victime dans ce pays, et que le Haut Conseil croise les bras. Ça, je ne suis pas satisfait. À comparer avec la gestion du par exemple, DICO, dites par exemple que dans quels sont les cas où vos attentes n'ont pas été comblées. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Est-ce que vous voyez? Vous avez posé une question, pourquoi ça bloque? Et ce que j'ai entendu dire de la bouche de certains ténors du Haut Conseil islamique, c'est ce que je vous rapporte. Est-ce que vous voyez? Moi, je jouis vraiment je vous le dire ici, du respect vraiment de toutes ces personnes-là. Aïdra m'a dit, il n'y a pas d'audience entre nous. Il me reçoit et il me respecte. Mais vous n'êtes pas satisfait quand même. Mais non, je dis que ce qu'Abdraman demande, il ne s'agit pas de ce que vous avez oui entendre, oui, mais votre analyse, vous en tant que religieux, oui, votre analyse de la gestion du bureau actuel de la prise en charge des intérêts vraiment du monde musulman. Voilà, je ne suis pas satisfait. Voilà, parce que l'islam, comparé à la présidente de l'imam Mahmoud Dicko, si on vous demandait de faire une analyse comparative des gestions en parallèle, oui. Excusez-moi vraiment de ne pas faire de jugement de valeur ici. Ouais. Mais il s'agit de bilan, pas de jugement de valeur. Non, je ne fais pas de jugement de valeur, mais au moins les cas où vous n'êtes pas satisfait. Par exemple, les exemples où vous n'avez pas été satisfait, vous, de la gestion. Bon, vous savez, c'est les attaques contre l'islam. Ce sont des faits qui ont pion sur eux. Ça n'échappe à personne. La faute à qui? Bon, moi je pense que... Au président du Haut Conseil islamique? Non, c'est-à-dire le bureau dans son entièreté que je vois devrait vraiment se lever face au pouvoir, parce que c'est un organe d'interface entre les musulmans et le pouvoir. Donc il devrait vraiment se poser en défenseur de l'islam, quoi qu'il arrive, face au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques aussi entre les tendances religieuses au sein de l'islam déjà? C'est orchestré. Oui. C'est orchestré. Vous voyez, moi je suis... entre l'islam, oui, surtout d'abord, on essaie vraiment de transposer les querelles personnelles sur les tendances religieuses. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, pratiquement, ces tendances-là se retrouvaient comme des frères. Se chahitaient, on s'aimait. Est-ce que vous voyez, c'est toléré. Chana, je vais vous donner la parole. Déjà, sur ce même aspect, vous, est-ce que vous avez peut-être un conseil particulier à donner, par exemple, à ces imams qui utilisent les réseaux sociaux, par exemple, lors des prières de vendredi déjà? Est-ce que les sermons de vendredi qui sont diffusés en direct déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'usage des réseaux sociaux par certains imams? Il y a un aspect qui échappe vraiment à nos imams et érudits, oui. Parce que à l'époque des prophètes, il n'y avait pas de microphone, il n'y avait pas de téléphone, encore moins d'internet. Aujourd'hui, quand tu n'as pas le temps nécessaire de développer un concept ou un verset coranique, il faut se méfier vraiment de le lancer, parce qu'ils prennent une portion vraiment de ce que vous avez dit pour vraiment enflammer, effaroucher, sortir de son tendances. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se disait autrefois exclusivement dans les mosquées, aujourd'hui, vraiment, quand tu le dis même seul dans ta chambre, ça atteint le monde entier. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, la donne a changé. Et c'est pourquoi même par rapport à cette affaire de cybercriminalité-là, oui, il est bon d'appliquer la loi. Encore faudrait-il que le concept qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, on le dit, mais en réalité, l'État doit prendre le temps de bien expliquer les contours de cette loi-là,
qui date de 2019, ce n'est pas la transition. Certains pensent que vraiment la transition est contre les sunnites, ceux qui croisent les bras. Moi j'ai vu Assim croise les bras. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je croise les bras. Alors, non, Assim croise les bras. Il n'est pas anti-sunnite. C'est qui est même trivial. Certains essayent d'instrumentaliser pour dire que vraiment le pouvoir là est anti-sunnite. Ouais. Moi, je ne crois pas ça. C'est pas vrai. D'accord, allez-y, Charles. Oui, et Monsieur le Président, oui. Nous savons qu'il y a au moins 2 imams qui croupissent en prison aujourd'hui. Oui, et un prédicateur. Un prédicateur. Donc, on peut dire 3 oulémas qui sont en prison officiellement aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pensez que ces imams-là ont fauté ou bien c'est la justice qui n'a pas saisi, qui a été rigoureuse, qui n'a pas saisi le message de ces imams, qui n'a pas bien saisi le message de ces imams? Il y a les deux à la fois. C'est-à-dire, dans le Coran, il est dit Oudoui la sabil rabbik bil hikmati wal asana. C'est-à-dire, parler avec la sagesse. Modération. Avec la sagesse. Est-ce que vous voyez? Bon, quand tu peux même avoir raison, ce que tu dis est bel et bien dans le Coran, peut-être la manière de le transmettre, voilà, la tonalité, le moment est... C'est la nature des gens. Les gens n'ont pas les mêmes tonalités. Voilà, c'est pas seulement la tonalité. La manière de parler. C'est pas seulement la tonalité. Peut-être que vraiment on peut faire des rapprochements qui peuvent déplaire à d'autres. Vous n'avez pas fait d'injures en face d'eux, mais puisque avec l'internet aujourd'hui, ce que tu dis dans ta chambre là, ça va atteindre vraiment l'église catholique ou bien l'église protestante, ils peuvent aller porter plainte pour telle raison. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est pourquoi j'ai dit que les temps ont changé. L'internet aujourd'hui, ce que tu dis dans ta chambre peut être écouté vraiment à l'autre bout du monde. Mais ils le font à dessein quand même. L'imam, comprenons-nous. Oui. C'est que les imams la disent. On est dans des cas bien précis. C'est bel et bien la parole de Dieu. En tout cas, ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas contre vraiment l'islam ou c'est des paroles vraiment personnelles. La position que j'ai entendu dire. Mais maintenant, quand tu ajoutes ton jugement personnel, les commentaires, oui. Je crois qu'ils ont été, ils ont débordé dans les commentaires, oui. Mais les versets sont réels. Est-ce que vous voyez? Mais ce que moi je dis par rapport à cette histoire, c'est l'effet qui compte. Est-ce qu'en réalité, ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire de troubles à l'ordre public, oui. par rapport à certains propos méritent le sort qui leur est aujourd'hui infligé? Bon, ça c'est la justice vraiment. Vous savez, le code pénal vraiment est tellement touffu qu'un citoyen ordinaire ne peut pas se permettre de rentrer dedans. Est-ce que vous voyez? Bon, donc il faut vulgariser. Il faut vulgariser le code. Mais vous avez vu le code civil? Oui, je sais. Le code c'est vraiment volumineux. C'est volumineux. Ouais. Bon, donc vraiment, même je ne crois pas que même les juges d'accord. Moi, je vais au-delà. Donc, ce que je voulais ajouter, si faute il y a eu, compte tenu de leur statut, et compte tenu de la paix recherchée, l'apaisement dont le pays a besoin aujourd'hui, le président dispose du droit de grâce. Il n'a même pas été condamné pour être jugé. Il faut qu'il soit. Oui, il y a quand même Bandjougou qui a été condamné à un an. Condamné. 2 ans. Moi, je pense que vraiment, compte tenu de tout un ensemble de faits, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'instrumentaliser ces raisons-là contre la transition. Donc, vraiment, que le président vraiment use de sa magnanimité et de les libérer, surtout à l'approche du mois de carême. D'accord. Ce serait vraiment on a entendu un appel comme ça. On a entendu un appel comme ça. Allez-y, oui, d'accord. Moi, je vais au-delà. C'est pas l'imam, ça c'est l'association des mémorisateurs du Coran. Voilà. Et moi, je vais au-delà. Je voudrais aborder avec vous ces imams qui sont enlevés par les terroristes. On les appelle des terroristes. Oui, à Nyoro. Oui. Ailleurs, certains ont été enlevés, même tués. Ils sont revenus
par leur corps sans vie. Là, vous êtes, si je me rappelle bien, vous avez toujours été de la tendance à dialoguer avec ces gens-là. Oui. Mais est-ce que vous pensez que vous ne trouvez pas qu'en réalité, ce que vous voulez refuser, c'est-à-dire cette intolérance interreligieuse, si vous voulez intersectaire, que vous voulez refuser, n'existe pas quelque part dans les subconscients. Qu'est-ce qui peut amener ces gens-là qui sont des sunnites à enlever des imams de cette envergure? Je doute à les retenir si c'est pas, en réalité, je doute sincèrement que ce soit vraiment des musulmans ou des bons musulmans. Un bon musulman ne peut pas se permettre de tuer un imam ou vraiment un prédicateur. Ça a été tué, on n'a pas l'information. Ça a été revendiqué par Koufa. On n'a pas l'information. On a entendu la voix des gens, et tout le monde le reconnaît, que sont les gens de Koufa. Oui, mais qui a été quand même contesté par la famille de l'imam. Non, pas lui, on a été contesté. Oui, justement. Pas le fait qu'il soit retenu. Oui. Il n'a jamais été contesté. Bien entendu. Jamais été contesté. Vous savez, il soit retenu par les gens de Koufa. Ce que beaucoup ne savent pas, les gens qu'on dit terroristes, dans certaines zones, nous avons des parents un peu partout, des connaissances un peu partout. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui les connaissent, qui ont eu l'occasion de les approcher, ils disent vraiment que ce sont de très bons musulmans. Leurs prières, leur organisation, la manière dont ils se comportent vraiment avec ceux qu'ils arrêtent, vraiment, ce qu'ils leur disent, tout ce que nous voulons, c'est la religion. Nous ne voulons pas que vous contestiez dans telle chose. Mais ils ne tuent pas. Et même que ce sont des travaux, nous voudrions que vous sépariez dans les véhicules les cars là, les femmes et les hommes. Si vous, une fois, deux fois, troisième fois, si ils vous prennent, ils brûlent le véhicule, mais ils ne tuent pas les gens. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ce qui est certain, un bon musulman ne peut pas s'hasarder de tuer quelqu'un vraiment. Maintenant qu'on doit continuer à dialoguer avec eux pour ceux qui sont réellement qui ne sont pas des bandits. Je vous assure qu'il y a des bandits parmi. Il y en a qui profitent de la situation, des éléments incontrôlés, pour se livrer à du banditisme. Un bon musulman ne peut pas venir comme ça décapiter son frère musulman parce que tout simplement il n'est pas de sa tendance. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que moi je pense que vraiment le truc là est truffé de bandits. Et c'est ce que l'État est aujourd'hui en position de force. Donc, essayez vraiment avec discernement, repérer ceux qui sont vraiment réellement pour tout simplement un islam et la pratique de l'islam dans le pays ou bien l'enseignement de l'islam dans les écoles, de discuter avec vous les modalités d'un passage. D'accord. Vraiment. Allez-y, Chana. Monsieur le Président, vous êtes leader politique. Oui. Donc, vous êtes supposé concourir pour la conquête du pouvoir. Oui. Pour la conquête du pouvoir. Oui. Par rapport à la problématique de l'organisation des scrutins. Quelle est votre lecture de la situation? Est-ce qu'il faut y aller, il faut attendre? Qu'est-ce que vous pensez? Attendre quoi? L'insécurité va prendre quand? Personne ne le sait. C'est un serpent de mer. Tu as vu? On ne voit pas la tête, ni la queue. Donc on ne sait pas vraiment quand ça va prendre fin. Nous avons organisé les élections référendaires avec cette insécurité-là. C'est la même dimension vraiment que les élections présidentielles. Est-ce que vous voyez? Pour sortir de cette situation d'exception qui nous met en difficulté sur certains plans, vous voyez vraiment comment, que l'on veut ou pas, moi je soutiens la transition, mais la paupérisation est grandissante. Donc il faut quitter l'état d'exception pour que certaines vannes puissent s'ouvrir au profit vraiment des populations. Parce que les sanctions, ça ne profite pas à la hiérarchie, aux autorités. Ça ne touche pas. Non, ça ne touche pas. Ni leur climatisation, ni leur bonne bouffe, ni l'essence, ni le téléphone, rien. Hein? D'accord. Allez-y, Keita. Bon, Monsieur le Président, oui, effectivement, j'estime que vous avez une raison de ne pas être content
de la gestion, puisque je me rappelle vos De la gestion de quoi? de la gestion actuelle, des choses, de la situation actuelle. Donc, on a donné un bel exemple. Puisque je me rappelle, dans une situation similaire, ce que vous disiez. Les prix des produits de première nécessité flambent chaque jour, davantage, et les pouvoirs publics censés y apporter des solutions sont en panne de stratégie et se réfugient derrière l'argument de facteurs exogènes pour justifier cette incurie. Ces propos viennent de vous. Le jour où vous avez fait une marche il y a plusieurs années de cela, en 2011, si je me rappelle, contre la flambée des prix. Aujourd'hui, quel argument selon vous justifie la flambée des prix qu'on connaît, pour lesquels certains ont même eu maille à partir avec les autorités et autres là, et comment accueillez-vous cette décision du gouvernement de renchérir davantage en augmentant hier tout court les frais de transaction, sur les frais de transaction ou des frais de communication, mobile money. Là vraiment, moi je n'ai rien compris. Là je n'ai rien compris. Moi je l'ai découvert comme vous, mais je ne sais pas si c'est pour faire rentrer vraiment des ressources pour financer les investissements, les installations solaires, les investissements solaires. Oui, mais pour ceux qui souffrent là, c'est encore vraiment un plus dans leur souffrance. Est-ce que vous voyez? Et ce que vous dites là, ce que j'ai dit l'autre jour là, il y a des années. Aujourd'hui, la situation, j'ai dit que c'est à travers les causes internes que les causes externes produisent leurs effets. C'est pas de masse, c'est de Karl Marx. C'est à travers les causes internes que les causes externes produisent leurs effets. Mais sommes toutes aujourd'hui la même situation, mais on ne vous entend pas faire des marches, on ne vous entend pas mobiliser. C'est l'argent, on le fait avec l'argent. On le fait avec l'argent. Moi, je ne me cache pas. Hein. Voilà. Je finançais. Aujourd'hui, tu es pauvre. Je le suis. Hier, la situation était meilleure quoi, pour vous. En tout cas, mon entreprise, ma petite entreprise marchait un peu. Avant qu'on ne mette serré le marché. Aujourd'hui, vous n'en avez même plus pour dénoncer, puisque il y a d'autres voies. Dénoncer. Écoutez, pas vraiment de marché. La politique au Mali, ça se finance. Le chef de parti presque est tout. Même pour tenir des réunions, souvent, tes téléphones présents, nous avons besoin, nous allons louer des chaises. Tu envoies l'argent pour qu'on loue les chaises pour la réunion. D'accord. Monsieur Sangaré, un discours de l'imam Mahmoud Dicko tenu en Mauritanie continue à nourrir certains débats déjà. Vous avez entendu ce discours-là où il dénonce quand ça pratiquement la semaine. Je ne suis pas au courant parce que moi je suis l'actualité maintenant à travers le téléphone. Tu as vu, il faut payer le forfait, j'ai 1000 francs par jour, tu as vu. Donc il y a souvent vraiment, moi il y en a qui je laisse passer quoi. D'accord, allez-y. Mais la nuit, plusieurs nuits on n'a pas, même tout de suite là, ma famille ne suit pas ce plateau là. D'accord. Parce que il y a la coupe chez moi. D'accord. Monsieur le Président, oui? Je peux dire que le Mali est déjà sorti de la CEDEAO. Pour vous, c'est une bonne chose? Bon, vraiment, moi, j'aurais voulu que vraiment l'entité AES reste dans la CEDEAO. Ce n'est pas antinomique. Il y a d'autres sous-regroupements qui sont dans la CEDEAO. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Le Mali a beaucoup fait pour la CEDEAO. Le chapitre politique Alpha, encore, c'est lui qui l'a ajouté. Je crois qu'il est l'instigateur de cette partie-là qui crée des problèmes à la CEDEAO. Le protocole additionnel. C'est ce qui a posé tous ces problèmes-là. Les gens veulent vraiment gérer leur pays comme ils l'entendent. Leur coup d'État ne vous regarde pas. Leur de la grille de restauration ne vous regarde pas. C'est ça le problème. C'est la motivation. Justement. C'est ça. D'accord. Les gens veulent vraiment faire tant de temps. Vous dites vraiment non, c'est pas. Vous voulez accuser Alpha pour cette bonne œuvre ou quoi? Non, je pense que vraiment ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce que vraiment le pouvoir là, c'est trop doux. Ouais, donc vraiment le quitter facilement, c'est pas facile. D'accord. Les gens le disent, mais en réalité, il faut juger à la place des autres quoi. D'accord. Il faut se mettre à la place d'eux pour dire que c'est pas facile de quitter le pouvoir. Vous aussi à leur place, vous feriez la même chose. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je prie Dieu vraiment que cela ne m'arrive pas. Est-ce que vous voyez?
Oui, vous dites que vous vous informez que par le téléphone, non? Je vais en faire. Non, je vais dire que vous vous informez que par le téléphone, vous n'êtes pas sans savoir que depuis combien de temps, depuis quelque temps, les réseaux sociaux sont agités par cette annonce du retour. Je sais, le 14 février. Ouais, de Mahmoud Dicko. Oui. Est-ce que vous pensez, vu la situation, est-ce que vous allez la déjà, hein? Ou bien vu la situation et le truc qu'il entretient, qui semble entretenir avec le pouvoir, est-ce que vous lui conseillez, en tant qu'ancien co-religionnaire, de venir dans cette ambiance-là? Il est toujours co-religionnaire. Vraiment, oui. En tant qu'ancien, en tant que co-religionnaire, je n'ai pas à lui donner un conseil par rapport à ça. Ni à lui, ni au pouvoir. Vraiment. Vous pensez qu'ils sont assez mûrs pour décider par eux-mêmes. Nous pensons que cela pourrait participer, par exemple, beaucoup de gens le disent, non pas seulement son cas, mais d'autres cas, de participer un peu à l'apaisement, à la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission-là qu'on a mise en place pour la réconciliation nationale au Mali et de la charte, de la rédaction de cette charte-là? Vous savez, il y a des choses vraiment que nous savons que nous ne pouvons pas dire sur un plateau. Vous savez, moi je n'aime pas les hypocrites. Et ce qui est le problème vraiment aujourd'hui du président de la transition, je crois que ce monsieur il est animé de bonne foi, il est rentré dans l'histoire. En tout cas, il a posé des actes positifs, indéniables. Est-ce que vous voyez? Mais autour de lui, est-ce qu'ils sont tous sincères? Est-ce que vous voyez? Il y a un point, ce point d'interrogation, quoi. Et ce que vous dites tout cela, et par rapport à quoi déjà? Par rapport à la rédaction de la charte de la paix, de la réconciliation nationale et autres. Ce qui pousse souvent le pouvoir, fait ceci, fait cela, est-ce que ce sont des gens qui réellement soutiennent le pouvoir? Parce que ce qu'ils disent devant le micro là, et ce qu'ils nous disent en aparté, il ne faut pas écouter. C'est comme le ciel et la terre. D'accord, M. Sangaré, nous sommes malheureusement au terme du débat. Je peux pas poser ma dernière question. Allez-y, Chana. Oui, Monsieur le Président, et les gens multiplient les appels souvent pour le retour à l'ordre constitutionnel. Cela veut dire, cela sous-entend que il va y avoir beaucoup de candidats. Oui. Est-ce que vous pensez que le président de la transition, Assimi Goïta, peut être candidat? Vous voulez me faire répéter? Je l'ai dit ici l'autre fois. J'ai dit que vraiment, dans mon sentiment personnel, vu ce qu'il a accompli comme œuvre, oui, il peut se mettre en réserve de la République. Comme Ramis ou Atiti, il peut revenir facilement. Parce que la manière dont il a été adulé par le peuple malien. Mais même quelqu'un qui vient pour 5 ans, s'il ne fait pas bien, Assim peut venir vraiment dans 5 ans. Il va passer comme vraiment. C'est comme Atiti. Est-ce que vous voyez? D'accord. Pour moi, il a prêté serment par rapport à la charte. Tu as vu? Bon. Donc il doit respecter son serment et se préparer pour revenir, selon vous? Moi, je pense que vraiment, s'il le faisait, il sortira très grand, comme Atiti. D'accord. Nous sommes malheureusement au terme. Parce que déjà, il est rentré dans l'histoire. Il a beaucoup fait. Ce qu'il a fait déjà. Les débats sont maintenant. C'est dommage, vraiment. Mais, votre 1 heure, vraiment, c'est un peu petit par rapport à certains sujets. D'accord. Parce qu'on a besoin souvent de mieux expliciter, d'approfondir ce que l'on dit. D'accord. Parce que dans ce pays-là, il est difficile de parler maintenant. D'accord. On interprète très mal les propos des gens. Est-ce que vous voyez? La mauvaise foi, déjà. La mauvaise foi. D'accord. À présent, le jury va se retirer, M. Sangaré, pour procéder à la délibération. Keita, nous sommes dans les secondes. Oui, monsieur, je l'avais dit que nous avons affaire à quelqu'un qui se distingue par son entièreté. Je pense qu'il n'a pas dérogé à cette qualité-là qu'on lui connaît par rapport à toutes les questions que nous avons abordées avec lui. Monsieur le Président, bon, il est vrai qu'on ne peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il avance comme argument, mais il a quand même ses propres arguments pour ça, et là où il n'est pas d'accord aussi, il a le courage de le dire. Et je pense que notre client d'aujourd'hui se distingue aussi par l'expression de sa profondeur, de ce qu'il pense réellement, par son courage de dire réellement ce qu'il pense. Cela mérite, mon cher, qu'il soit, Monsieur le Président, qu'il soit vraiment gratifié par ce que vous savez. Chana. Et je suis sûr que mon ami merci. À côté a... Merci. Vous voulez l'influencer déjà. Merci. Monsieur le Président, il ne pourra pas m'influencer ni me perturber. Ah, je suis serein
surtout dans mon réquisitoire. Oui. Monsieur le Président, voilà un invité qui a répondu à toutes les interrogations. Voilà un invité qui n'a pas la langue de bois. Voilà un invité qui soutient la transition, mais qui dit aussi ses vérités à cette transition. Pour certains, soutenir la transition, c'est être dans la complaisance. Voilà un homme qui n'est pas complaisant. Malgré son soutien à la transition, il conseille à Assimi de ne pas être candidat, de partir et de se préparer pour revenir, parce que pour lui, Assimi a accompli de grandes œuvres. Vraiment, il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense, Monsieur le Président. En plus de tout cela, c'est un religieux. C'est un religieux qui a mal. Il a mal aujourd'hui parce qu'il estime que le Haut Conseil islamique qui dirige, qui est l'instance dirigeante des musulmans, n'a pas un bilan à hauteur de souhait. Que cette instance-là ne fait pas assez pour la religion. Que cette instance-là ne fait pas assez pour les musulmans. Et que cette instance-là pourrait mieux faire. Monsieur le Président, il n'a pas la langue de bois. Il a tout dit. Il a tout dit, il a répondu à toutes les questions. Vraiment, nous avons besoin de lui. Okay. Donc, il faut le libérer. Nous avons besoin de lui, il faut le libérer. C'est sur cette note, cette proposition, M. Sangaré, que le jury a décidé à l'unanimité de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci. Je vous remercie. La presse, le premier pouvoir. On dit qu'on est quatrième, semble-t-il. Ouais, moi je pense que c'est le premier pouvoir. Si c'était le premier, si c'était le quatrième, le premier n'allait pas chercher coûte que coûte vraiment à l'avoir avec lui. C'est le deuxième. Vous savez, le premier c'est quoi? Oui. C'est pour financier. Voilà. Non, c'est malheureusement, certains de vos confrères tombent dans ce piège. Bon, mais la presse est noble. La liberté de la parole vraiment est noble. Et elle est garantie vraiment par la religion. D'accord. Est-ce que vous voyez, tant que vraiment on n'insulte pas, tant qu'on ne manque pas de respect aux autres, la liberté de religion, la liberté de parole est enrichissante. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc je vous remercie vraiment pour votre invitation et je souhaite bon vent au grand jury. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Modibo Sangaré, ancien